On est ici dans le nord de Bruxelles, entre le canal d'une part, le parc Maximilien de l'autre. C'est l'allée verte derrière moi en 2024. Pour ne rien vous cacher, il ne se passe pas grand-chose de passionnant. Mais il y a un peu moins de 2 siècles, en 1835, c'est ici qu'était installée la première gare ferroviaire bruxelloise. Elle reliait Malines pour faire les premiers trajets en train du continent européen. C'était historique à l'époque. Aujourd'hui, vous le voyez, cette gare n'existe pas, mais il n'existe plus. Il y a 35 autres gares à Bruxelles. C'est enfin un réseau particulièrement dense de chemins de fer. Pourtant, les Bruxellois utilisent très peu le train, seulement pour moins de 2% de leur trajet quotidien. Pourquoi n'est-ce pas plus le cas? Comment peut-on valoriser le train intra-Bruxelles? On en parle et on n'en parle pas en studio. On en parle dans le tram parce que le tram, l'historique tram de BX1 est de retour sur les rails pour mon plus grand plaisir et j'espère aussi pour le vôtre. A tout de suite, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici dans ce fameux tram. Le tram est de retour sur le rail. Ce magnifique T7000 qui date de 1957. Alors quoi de plus beau que de se plonger dans le passé pour comprendre comment la mobilité fonctionne aujourd'hui et comment elle fonctionnera demain. Alix Sacré, vous avez fait ces études au niveau de l'Aro par rapport au train à Bruxelles. Pourquoi le train est-il si peu utilisé par les Bruxellois? Quel est le point de départ? Expliquez-nous un petit peu de cette étude que vous avez réalisée avec l'Aro. Alors le point de départ de cette étude, c'était notamment un chiffre qu'on a vu à pas mal d'endroits, qui est le fait que le train en fait à Bruxelles ne représente que 1,6% des trajets quotidiens des Bruxellois, ce qui est vraiment très peu. Ce qui est aussi très étonnant par rapport au fait que c'est une infrastructure qui est très développée à Bruxelles. À Bruxelles, il y a 35 gares, ce qui est quand même énorme par rapport au territoire de la région. Il y a approximativement 90 km de voies. Ce qui est aussi beaucoup, qui est 5 fois plus dense que le reste de la Belgique. La Belgique étant déjà un pays les plus denses au niveau ferroviaire d'Europe. Et donc, face à ces chiffres-là et par rapport à ce constat de la sous-utilisation du train, on a voulu comprendre pourquoi c'était le cas et également faire des propositions pour améliorer l'usage du train par les Bruxellois. Et alors, à la base de ce constat, il y a aussi que, par exemple, il y a plein de gares, 35 gares, on vient de le dire, et certaines qui ne sont tout simplement pas connues. Il y a plein de Bruxellois qui savent qu'il n'y a pas de gare, qui ne savent pas qu'il y a une gare à Mérode, par exemple. Effectivement, en fait, le problème, c'est que beaucoup de gares bruxelloises sont souterraines ou tout simplement n'ont pas de bâtiment, ce qui les rend très peu repérables dans l'espace public et qui fait que beaucoup de gens ignorent leur existence, y compris des gens qui parfois habitent juste à côté, qui prennent le métro à la station qui correspond à la gare, mais qui ne savent pas du tout qu'on peut prendre le train à cet endroit. C'est une sorte de métro, le train, on peut dire ça? D'une certaine manière, oui, parce qu'en termes de kilomètres de voies, c'est plus ou moins comparable. C'est assez complémentaire par rapport au métro, parce que le métro à Bruxelles, il est un peu plus orienté, on va dire, est-ouest, alors que les lignes de train bruxelloises, elles sont plutôt orientées nord-sud. On a 4 jonctions, on a la ligne 28, la ligne 26, la jonction nord-midi et également la ligne 161. Donc ça fait quand même un réseau assez dense et qui complète quand même assez bien le réseau de la STIB en termes de localisation. C'est rapide, si j'utilise le train pour aller d'un endroit à un autre, ça dépend évidemment d'où je vais. Alors a priori, pour relier deux gares bruxelloises, c'est quand même assez dur de faire plus rapide qu'en train. Par exemple, la gare de Boxtal et celle de Schuman, pour donner un exemple, elles sont joignables en 8 minutes, alors qu'avec la STIB, vous mettriez facilement 24-25 minutes. Il y a certains hubs qui sont très fréquentés, on pense à la gare du Midi, la gare du Nord, la gare centrale. Après, il y en a d'autres qui sont nettement moins fréquentés. L'ADH a sorti quelques chiffres en disant qu'il y avait 81 personnes qui utilisaient par exemple la gare de Aaron chaque jour. Ça tranche avec les 50-60 000 des grandes gares qu'on peut connaître à Bruxelles. Effectivement, il y a un gros déséquilibre dans l'usage des gares à Bruxelles, c'est-à-dire que les gares de la jonction Nord-Midi et aussi les gares du quartier européen, auxquelles on peut ajouter aussi la gare d'Etterbeek qui dessert le pôle universitaire, concentrent vraiment la majorité des montées et descentes quotidiennes, alors que on va dire 25-30 d'autres gares sont totalement oubliées par rapport à ces chiffres-là. Ça, c'est pour le constat. Quelles sont les solutions? Comment essayer de rendre le train plus attractif? Alors il y a quand même toute une série de choses qui peuvent être mises en place, mais tout simplement, et ça c'est plus dans les mains de la SNCB, c'est l'augmentation des fréquences, parce que sur beaucoup de lignes et dans beaucoup de gares, on n'a encore qu'un train, voire 2 qui s'arrêtent par heure, ce qui n'est pas non plus suffisant pour être compétitif par rapport au réseau de la STIB. Il y a aussi tout un travail de signalisation à faire pour que les gens soient au courant que ces gares existent, y compris dans les stations de la STIB où il y a une correspondance qui est possible avec le métro. Pour revenir par exemple à la gare de Mérode, l'indication qui permet de rejoindre la gare à partir du quai du métro est vraiment très peu limpide, très peu claire. C'est un vague logo dans le coin d'un panneau. Ça c'est quelque chose aussi sur lesquels la STIB et la SNCB peuvent travailler ensemble pour vraiment insister sur les correspondances possibles.
Il y a des gares qui concordent avec des stations de la STIB aussi, je voyais, mais qui n'ont pas le même nom. C'est vrai ça? Exactement, par exemple, il y a la gare d'Anderlecht, qui se trouve donc à Anderlecht, qui est en correspondance avec la station de métro Seria. Et donc du coup, les noms n'ont absolument rien à voir. Et donc dans l'esprit de l'usager, le fait qu'il y ait une correspondance entre les deux modes de transport n'est pas du tout évident. Vaste question, celle de l'intégration tarifaire. On pense souvent qu'avec un ticket STIB, on ne peut pas utiliser la SNCB. Qu'en est-il de cette fameuse intégration? Alors ça dépend quel ticket STIB, c'est-à-dire que l'abonnement STIB classique par exemple qui coûte plus ou moins 500 € et qui est l'abonnement le plus courant à Bruxelles ne permet pas d'emprunter les autres réseaux que celui de la STIB. Il faut payer un supplément sur cet abonnement-là. Il faut payer un supplément pour avoir le Brupass ou le Brupass XL si vous voulez circuler un peu autour de Bruxelles. C'est le cas par contre avec les cartes d'e-trajet, si je ne me trompe pas, que de nombreux Bruxellois ont. Avec les cartes d'e-trajet, oui, si je ne m'abuse, effectivement, les autres opérateurs peuvent être utilisés dans Bruxelles. Les destinations des gares, on parlait des 35 bars, ce sont assez souvent, assez rarement des véritables hubs. Hein. Il y a quelques-unes qui sont la gare centrale, la gare du Midi, mais après pour les autres gares, c'est moins le cas. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont très peu... il s'agit juste d'un quai, d'un panneau horaire, d'une horloge et de quelques panneaux publicitaires, mais effectivement, on ne peut pas parler vraiment d'infrastructures très, on va dire, intéressantes et attractives pour l'usager. Ouais, en termes d'accessibilité, c'est ça aussi, il y a peut-être une lacune en termes d'accessibilité. Effectivement, il y a très peu de gares qui sont 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite à Bruxelles. Les seules accessibles, il me semble que c'est la gare de Schumann et celle de Germoire, il me semble, qui sont 100% accessibles. Le seul souci, c'est que c'est jamais que 2 gares sur les 35. Et dans la majorité des autres gares, il n'y a ni ascenseur ni escalator, et donc elles sont totalement inaccessibles pour des gens qui sont en fauteuil roulant, avec un caddie, avec des jeunes enfants en poussette, ou également pour quelqu'un qui se balade avec son vélo et qui souhaite prendre le train. La connexion entre les deux n'est pas du tout évidente dans une grande majorité des gares bruxelloises. Il y a pas mal d'initiatives au niveau de la région bruxelloise pour redonner un petit peu d'attractivité au train dans le cadre des plans tels que Good Move ou ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Alors, dans le cas de la région bruxelloise, il y a la volonté de faire du train un vrai mode de transport intra-bruxellois, mais le problème c'est qu'elle n'est pas la seule à décider par rapport à ça, et il y a un véritable bras de fer avec les autres régions pour savoir que faire de ce train S, qui il doit servir en premier, est-ce que c'est les Bruxellois, est-ce que c'est les nafteurs, et donc là il y a toute une question assez vaste qui en fait remonte à l'histoire même de la desserte ferroviaire belge. Il y a aussi peut-être une question plus large qui est celle du RER. On a l'impression que le train à Bruxelles ne sera vraiment fonctionnel que quand le RER sera là. C'est quelque chose qui est partagé par des Bruxellois ? Alors, le RER, d'une certaine manière, il faut rappeler que ce n'est pas un projet qui est strictement ferroviaire, c'est un projet multimodal. Et le volet ferroviaire du RER, c'est le train S. Or, le train S, il a déjà été mis en service et son offre n'a de cesse de s'augmenter depuis 2015, il me semble, et a vocation à continuer à augmenter. Donc, en fait, il n'y aura pas d'un coup, on va dire, toute une nouvelle offre qui va apparaître, mais plus une offre qui va s'étendre crescendo. Dans les prochaines années. Merci à Alix Sacré d'avoir parlé un petit peu de cette étude que vous avez réalisée avec Laro. On en a parlé brièvement, le RER, ce fameux monstre du Loch Ness. J'ai regardé un petit peu dans les archives, on en parle depuis 1989, je n'étais pas né à l'époque. On en parle dans les prochaines secondes parce que c'est évidemment un enjeu pour l'avenir de la région bruxelloise quand on parle de mobilité. Et voilà, on parlait du monstre du Loch Ness. Ce n'est pas vous, Frédéric Sacré. Merci d'être avec nous. Le monstre du Loch Ness, c'est le RER. Vous êtes porte-parole d'Infrabel. Donc c'est avec vous qu'on va en parler. Ce fameux réseau express régional, qu'est-ce que c'est ? On s'efforce d'insister sur le fait que ce n'est plus tout à fait le monstre du Loch Ness, puisqu'il y a des pans de ce RER qui sont en train de se concrétiser. Mais le principe, c'est de mettre à 4 voies, là où il en existait 2. Dans un rayon de 30 km autour de Bruxelles, mettre 4 voies autour de 5 villes, pôles essentiels d'attractivité évidemment autour de Bruxelles. On le disait il y a quelques secondes, il y a pas mal de tronçons qui sont en réalité déjà terminés. On parle beaucoup de ceux qui ne le sont pas. Expliquez-nous un petit peu, c'est plutôt vers le nord, vers la Flandre que c'est terminé, c'est ça ? Oui, donc vers Halle, vers Leuven, c'est terminé. Les axes encore en travaux sont ceux vers Nivelles pour une part et vers Ottignies pour l'autre. Maintenant, elles connaissent des sorts très différents puisque en ce qui concerne la ligne vers Ottignies, on vient de mettre en service un premier tronçon à 4 voies, certes modeste, 2,5 km, mais on l'a fait dans les délais qui avaient été fixés en 2018 quand on a relancé
ces travaux du RER. Et pour cette ligne vers Ottignies, on aura les 4 voies à la fin de l'année 2026. Donc ce n'est plus tout à fait le monstre du Loch Ness. Et puis quand on parle de Bruxelles, le RER aussi, une de ses grandes concrétisations, c'est par exemple le tunnel Schuman-Josaphat, donc qui relie le quartier européen à la ligne périphérique est de Bruxelles. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés justement intra-Bruxelles pour avoir ces lignes qui vont vers la Flandre et la Wallonie à 30 km périphériques, comme vous disiez. Il y a ce tunnel Schuman-Josaphat, il y a des aménagements, je pense par exemple à la gare de Ducle-Moonsberg, qui va devenir un vrai pôle multimodal d'interconnexion entre la ligne 26, le périphérique est de Bruxelles, et la ligne qui descend vers Nivelles. Ces deux lignes se croisaient, mais sans possibilité de passer de l'une à l'autre. Il y a des travaux là qui sont en cours de finalisation. On va aménager 2 quais et en faire un vrai pôle multimodal. Ça veut dire quoi un pôle multimodal? Ça veut dire si je veux par exemple aller à l'aéroport, je peux glisser mes valises, il n'y a aucun souci. C'est un gros pôle multimodal. Ça veut dire 2 nouveaux quais, ça veut dire des ascenseurs qui permettront en effet ces interconnexions. Si on prend un exemple très concret, partir du quartier européen et descendre jusqu'à Charleroi pour son aéroport éventuellement, eh bien on pourra passer facilement d'une ligne à l'autre. Les lignes qui concernent le RER à l'intérieur de Bruxelles, c'est quoi? Ce sont les fameuses lignes qui passent à gauche et à droite de cette jonction nord-midi, c'est ça? Mais le RER, comme on l'a dit, c'est un concept qui est global de mobilité à Bruxelles. Et en ce qui concerne le train, c'est la mise à 4 voies de 5 axes majeurs qui pénètrent dans Bruxelles. Donc c'est le cas depuis Ottignies, depuis Nivelles, mais aussi donc depuis par exemple Denderleeuw ou le Leuven-Halle. Pardon, de la ligne un petit peu plus problématique, il y a un blocage, qu'est-ce qui bloque? Voilà, de ce côté-là, évidemment, les travaux sont très peu concrétisés. On travaille beaucoup sur la portion wallonne, donc entre Ottignies entre Nivelles et la frontière linguistique, mais il y a un vrai blocage et c'est la portion en région flamande, donc et singulièrement la commune de Linkebeek, ouais. voilà. Où là, on n'a toujours pas, à l'heure actuelle, vous parliez de ce projet qui a en effet plus de 30 ans dans les ambitions en tout cas, on n'a toujours pas les permis pour mettre de 2 à 4 voies sur la portion de Linkebeek et Rood-Saint-Genèse. C'est ça, pour être concret, mais pas pour rentrer trop dans les détails, il y a ce qu'on appelle un GRUP, un plan d'aménagement du territoire flamand. Il a été changé, la commune décide maintenant de faire un recours, c'est exact, c'est une déconvenue pour ce projet, une nouvelle déconvenue, une nouvelle échéance qui est retardée. Soyons clairs, ça ne marque pas un point d'arrêt, les travaux ils continuent. Là où on a les permis, on travaille assidûment, les choses évoluent, mais c'est vrai que pour envisager la pose des 2 nouvelles voies, la mise à 4 voies sur le territoire de la commune de Linkebeek, on doit disposer de ce plan d'aménagement du territoire. Est-ce que toutes les pistes ont été évoquées, ont été étudiées en tout cas pour éviter ce passage à 4 voies? Ils sont plus à même que moi d'expliquer leur motivation. Nous, ce qu'on dit, c'est quand on a 4 voies, l'avantage c'est que les 2 voies centrales sont dédiées au train rapide et les 2 voies latérales sont dédiées au trafic local. Le problème qu'on rencontre quand on a 2 voies, c'est que si on a un problème technique, un train qui tombe en panne, eh bien ça bouchonne derrière, il n'y a pas de capacité de dépassement. Donc avoir 4 voies, c'est aussi offrir une meilleure régularité, une meilleure fiabilité du trafic et donner le signal, comme on vient de l'aborder, aux Bruxellois que c'est un moyen de transport qui doit aussi compter dans la capitale. En 2024, on parle beaucoup du train comme moyen de transport, du retour du train comme moyen de transport. Il y a aussi pas mal de trains de marchandises qu'on souhaite développer. Est-ce que justement le RER, la mise en place de toute cette voie va permettre de fluidifier le trajet avec les trains de marchandises par exemple? Il y a énormément qui a été aussi entrepris à Bruxelles pour éviter les interférences entre le trafic de marchandises et le trafic de voyageurs. Je prends pour exemple dans toute la zone de Scarbeck, il y avait un problème avec ces trains de marchandises qui ne disposaient pas de leur propre corridor et qui gênaient le trafic voyageur à certains moments. Eh bien, Infrabel a contribué à réaliser des travaux là aussi pour séparer ces flux. C'est toujours le même principe. Quand on sépare les flux, on a une meilleure régularité pour chacun d'entre eux. C'est exactement la même chose quand on met 4 voies avec 2 voies dédiées au train rapide et 2 voies dédiées au train lent. Donc, à Scarbeck aussi, il y a des aménagements discrets parce qu'on travaille essentiellement de nuit. Ce n'est pas une zone qui est connue des Bruxellois et du grand public, mais les aménagements qui ont été réalisés vont dans le sens d'une meilleure régularité du trafic en région Bruxelles-Capitale. Vous donniez une date pour le tronçon non problématique, c'était 2026. Si on doit prendre le tronçon qui pose un petit peu plus de problèmes via Linkebeek, on a déjà Bruxelles-Ottignies fin 2026 et Bruxelles-Nivelles, quand on a relancé les travaux, on avait fixé 2031, mais il fallait qu'on dispose des permis dans les 2 ans. Ce n'est pas le cas, on est pour l'instant sur 2033, mais je le rappelle, ça ne concerne que la portion en région flamande. Pour ce qui concerne Bruxelles,
ça avance. Et la portion en Wallonie, il y aura des mises à fruit régulières avant cette échéance de 2033 pour avoir finalisé le tronçon. On vous réinvitera en 2033 pour inaugurer, pour reparler de ce RER qui sera terminé. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce premier retour du tram dans le tram. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram, on peut le dire cette fois-ci.